Bonjour, cher public. Nous vous souhaitons la bienvenue au Salon de Livres en Marche, dont nous clôturons sous ce chapiteau cette belle 21e édition, en compagnie de nos trois invités que je vais dès à présent vous présenter et qui vont nous faire partager leur travail, leurs expériences, leurs doutes et leurs convictions sur des thèmes aux couleurs sombres d'une si affligeante actualité qu'est la protection de l'enfance. Comment écrire le champ des possibles sans penser d'abord à protéger nos générations futures? Un grand merci à Dominique Favario, président de Livres en Marche, et toute sa très belle équipe de bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour nous offrir ces moments riches, d'une richesse inouïe. Édouard Durand, magistrat depuis 2004, juge pour enfants à Draguignan, Marseille, puis Bobigny, on s'est mis à vous appeler le juge Durand, le juge des mères, car protéger l'enfant et la mère sont deux protections indissociables à vos yeux. Professeur à l'École nationale de la magistrature, vous êtes auteur de 3 ouvrages, La violence sexuelle, En finir avec l'impunité, avec Ernestine Ronay, chez Duno, Protéger la mère, c'est protéger l'enfant, chez Duno. Puis, en mars 2022, aux éditions du Seuil, Défendre les enfants, un important et poignant témoignage dans lequel vous nous confiez vos batailles contre les violences conjugales et celles faites aux enfants. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la coprésidence de la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Engagé, passionné sur des frontières où s'affrontent la joie et la souffrance, vous faites partie d'une chaîne de protection, comme vous le soulignez. Vous agissez en voulant faire changer et évoluer d'une part une mentalité et d'autre part tout un fonctionnement juridique. Vous appelez à une législation plus impérative. Votre livre est un cri d'alarme qui se fait pleinement l'écho de l'encre d'Hannah Arendt, philosophe, écrivaine. Le développement des enfants, c'est la continuité de notre monde. Chiara Pastorini, philosophe praticienne, animatrice, formatrice en philosophie pour enfants. Vous soutenez à la Sorbonne en 2008 un doctorat en philosophie et en sciences sociales théoriques appliquées. Vous intervenez dans des écoles, des théâtres, des bibliothèques et vous collaborez à des projets de l'éducation nationale. En 2014, vous fondez à Paris les Petites Lumières, projet cher à vos yeux, qui permet d'éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la philosophie basée sur une méthode, la méthode holistique, que vous nous expliquerez tout au cours de notre échange. Les Petites Lumières sont partenaires de la chaire UNESCO, officialisée en 2016 sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Autrice également de nombreux ouvrages de philosophie pour les enfants, vous avez publié récemment l'album Le goût de la vie chez Père Castor. Poétesse, vous êtes. Vos nombreux poèmes sont publiés dans une dizaine de revues en janvier 2022 aux éditions Mango. En 2019, pardon, excusez-moi. En janvier 22, aux éditions Mango, Journal poétique de ma grossesse. Je vous invite à découvrir vos merveilleux poèmes. Ixchel de la Porte. Ixchel. Vous êtes journaliste, autrice, documentariste. Après avoir obtenu un master en philosophie à l'Université d'Amiens, vous continuez vos études à l'Institut pratique du journalisme à Paris. Vous travaillez pendant 17 ans en presse quotidienne et nationale. Vous effectuez des documentaires radio pour France Culture. Votre premier livre, Les raisins de la misère, publié en 2018 chez Rouergue, consacré aux travailleurs précaires du Bordelais, fit l'objet d'un documentaire télévisé que vous avez co-réalisé et fut diffusé sur France 23 en octobre 2021. France 3, pardon. Vous avez fait partie des finalistes de ce merveilleux prix Albert Londres en 2019. L'affaire Vincent Lambert, publiée en 2020 chez Rouergue, est une enquête que vous menez sur un homme en état végétatif, tragédie familiale, au cours de laquelle vous découvrez aussi un homme abusé sexuellement par Philippe Peignot, prêtre d'une communauté religieuse traditionnaliste catholique, qui est aujourd'hui toujours en fonction. Votre livre, Les enfants martyrs de Riaumont, publié aux éditions Rouergue, dénonce une organisation de maltraitance sous toutes ses formes, envers de jeunes garçons, méticuleusement tissée par le père Albert Revers.
Le pensionnat de Riaumont. C'est un univers isolé, fanatisé, une fabrique de haine, de violence maintenue en place pendant 60 ans, au mépris de la protection de l'enfance que vous dénoncez. En fait, il m'est venu à l'esprit une phrase d'un médecin, psychothérapeute, qui s'appelle le docteur Raïm Ginot, qui était rescapé des camps de la mort et qui disait dans son best-seller Entre parents et enfants, l'enfant apprend à partir de son vécu. Il est comme le ciment humide. Tout ce qui lui tombe dessus imprime sur lui une marque. Ixchel, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser... Comment va Bruno ? Comment va Bruno ? Bonjour à tout le monde. Et peut-être avant de répondre à cette question, voilà. Peut-être expliquer qui est Bruno. Qui est Bruno et comment Bruno, êtes-vous venu voilà, comment êtes-vous venu Donc, ce livre est une enquête. Les enfants martyrs de Riaumont est une enquête sur ce pensionnat intégriste catholique qui est à Liévin, dans le nord de la France. Et Bruno fait partie de ceux qui ont accepté de raconter ce qui leur est arrivé là-bas. Donc, les violences sexuelles et physiques qu'il a subies. Et donc, Bruno est une sorte de héros du quotidien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé au-dessus de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses pour pouvoir libérer sa parole. Et je l'ai donc accompagné dans la libération de cette parole jusqu'à en faire pratiquement le personnage principal de ce livre. Bruno, aujourd'hui, va bien et il veut même, depuis quelques jours, parce que je suis en contact avec lui, monter à une sorte de collectif des anciens de Riaumont qui ont été abusés par ces prêtres pour essayer de peser davantage parce que la justice a du mal à passer dans ces affaires-là. Donc voilà. Qu'avez-vous découvert à Riaumont et combien de temps cela vous a-t-il pris, cette enquête ? C'est une enquête qui a démarré avec le précédent livre sur l'affaire Vincent Lambert, parce que Vincent Lambert, j'imagine que vous situez à peu près, donc ça a été quand même très long, ça a suscité beaucoup de débats dans la société sur la question de la fin de vie et de l'euthanasie. C'est d'ailleurs un sujet qui revient aujourd'hui sur le tapis. Et ce Vincent Lambert a été abusé par un prêtre. Et j'ai voulu savoir si ce prêtre avait fait des dégâts ailleurs. Et en remontant le fil et en retrouvant d'autres victimes, je suis tombée sur Bruno, parce que ce prêtre a commencé dans ce pensionnat en tant que novice à abuser de garçons. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à ce sujet. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est au-delà de ces cas individuels, un système organisé en fait de violences faites aux enfants, aux garçons. Dans un premier temps, c'était des garçons qui étaient placés dans ce pensionnat par la DAS, puisque c'était des enfants du nord de la France, des mines, que c'était au moment où les mines étaient en train de fermer les unes après les autres. Donc il y avait un contexte économique et social très dégradé. Et donc là, les enfants atterrissaient là. Les parents espéraient qu'ils auraient une bonne éducation, un bon enseignement, et c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc Riaumont a érigé en système une éducation, si on peut dire, une sorte de redressement, un dressage par la violence. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'État a participé à ça, parce que tous les services sociaux, les services aussi de la justice étaient au courant de ce qui se passait à Riaumont. C'est-à-dire que tout le monde savait que ces enfants étaient maltraités et tout le monde a laissé faire. Et c'est dans cette omerta, dans ce silence, puisque les enfants ne parvenaient pas à dénoncer ou quand ils dénonçaient, leurs paroles étaient étouffées, que a pu se développer ce pensionnat où j'estime à peu près à 3-4 000 enfants sont passés là, en fait. Donc c'est vraiment énorme. Et aujourd'hui, j'ai des retours de ce travail d'anciens de Riaumont qui vivent aux 4 coins de la France, et que cette histoire, ce livre a réveillé en fait en eux les très mauvais souvenirs, et maintenant ils acceptent de parler. Ce qui est très troublant aussi dans cette histoire, et je vais m'arrêter là, c'est que
Cette histoire, malheureusement, ne s'est pas arrêtée dans les années 80, mais que Riomont a continué à recevoir des garçons en créant une école privée hors contrat, et ce qui leur a permis de recevoir des enfants venant de familles catholiques traditionnalistes qui étaient placés là pour avoir une éducation militaire rigoriste, violente, et qu'on espérait comme ça les mater et les faire rentrer dans le droit chemin. Et donc, cette histoire, elle a continué jusqu'en 2019. Donc, c'est 60 ans de faillite de l'État et aussi, je trouve, de l'Église, parce que même si Riomont est en rupture avec le Vatican et avec l'Église catholique telle que voilà, majoritaire, puisqu'ils sont quand même vraiment dans des idéologies très très sectaires. Alors justement, de qui dépend Riomont? Eh ben, le Vatican m'a dit qu'ils dépendaient pas d'eux, mais en fait, il se trouve qu'ils dépendent essentiellement de l'abbaye de Fongombo, et l'abbaye de Fongombo dépend du Vatican. Donc pour moi, c'est quand même un petit peu compliqué de pas penser qu'ils dépendent au final quand même de Rome. Donc voilà, mais ils se défaussent parce que personne ne veut prendre sa part de responsabilité, et surtout pas le Vatican. Donc du coup, en fait, personne n'est responsable de tout ce qui s'est passé pour ces enfants pendant 60 ans. Et ce qui est terrible, en fait, quand on fait une enquête comme ça, c'est que moi, je me suis retrouvée face à eux individuellement et que j'ai pu constater les dégâts sur les vies, que quand ils sont devenus adultes, ce que ça a fait, en fait. C'est-à-dire que c'est des dégâts à vie. C'est des gens qui sont détruits, en fait, qui ont été abandonnés, qui sont détruits dans leur chair, qui sont détruits dans tout ce qu'on peut construire de joli dans la vie. Après, quand on devient adulte, ils n'ont pas pu le faire, en fait. Et où ils le font aujourd'hui, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, pour moi, c'est une entreprise de destruction de l'enfance. Et effectivement, à ce niveau-là de violence, c'est extrêmement troublant, quoi. Donc, c'est effectivement très extrême, hein, comme exemple. Mais ça existe, et cette communauté est toujours ouverte. Il y a un frère qui a fait prononcer ses vœux il y a 3 jours là-bas. Il continue à recevoir des enfants puisqu'ils ont une branche scout qui ne leur est pas interdite. Donc il y a encore beaucoup d'enfants qui fréquentent ce lieu, des filles et des garçons. Donc voilà, moi je continue à penser que ce lieu devrait fermer, qu'il ne devrait plus y avoir d'enfants qui devraient être en contact avec ces moines. Et tous les anciens de Riomont qui ont témoigné dans le livre le pensent aussi. Voilà. Parlez-nous de l'œuvre de ce prêtre, Albert Revers. Alors, Albert, Revers, ouais, parce qu'il a créé tout un univers. Et cet univers, justement... Ouais. Albert Revers, c'est le prêtre fondateur, en fait, de cette communauté. Et dans les années 60, il y avait beaucoup de communautés en rupture avec le Vatican, qui étaient pour la messe en latin, des rituels plus traditionnels qui se sont créés. Et donc Albert Revers a créé ce lieu, mais en fait, il faut imaginer, c'est une sorte ce sont des petits châteaux type médiéval, en fait, qui ont été construits par les enfants eux-mêmes, parce qu'il y avait aussi du travail forcé. Pourquoi s'arrêter aux violences sexuelles et physiques ? Et donc, c'est un lieu qui est très troublant. C'est tout en haut d'une colline dans Liévin, donc c'est très boisé. Et à l'intérieur, on a des châteaux, des petits châteaux forts, en fait. La maison du père Revers s'appelait la maison Blanche-Neige. Voilà, donc c'est un lieu qui est très anxiogène. C'est un lieu qui est très sombre, qui fait très peur. Mais à hauteur d'enfant, c'est aussi un lieu qui est très attractif. Parce que vous arrivez là, c'est un univers un peu fantastique, de contes, de fées. Et donc, c'était aussi une manière de les attirer, en fait, et de leur donner envie de rester. Donc, Albert Revers a construit tout ça. Et Albert Revers, ce que je dénonce et ce que je révèle dans le livre, c'est que cet homme qu'on a voulu essayer de faire canoniser était un pédocriminel. C'est-à-dire qu'il a abusé lui-même, évidemment, des enfants qui lui étaient confiés. Et il a tissé un réseau extraordinaire dans Liévin, avec tous les notables de la ville, pour montrer que c'était une œuvre charitable, que c'était pour des enfants qui n'avaient pas de moyens, dont les parents n'avaient pas de moyens, et que donc il fallait participer à cette œuvre. Et tout le monde
à participer, y compris l'association Alexis Danan, qui était une association de protection de l'enfance. Donc, c'est aller vraiment très loin dans on va dire, le fait de donner une vertu à ce lieu, alors qu'il s'y passait à l'intérieur tout le contraire. Voilà. Dans votre livre, vous parlez de ramification politique. Pouvez-vous nous en dire Oui, plus sur ces alors, ramifications ? Une autre dimension encore est celle de l'idéologie politique, qui est une idéologie d'extrême droite, évidemment, où effectivement les femmes étaient traitées de tous les noms, on devait rester à leur place, et donc ça, c'est l'image qu'on a donnée aux enfants, c'est-à-dire que les enfants dont les familles étaient dysfonctionnelles, ont donné une image de la mère comme de quelqu'un qui n'était pas viable. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait après quand ces enfants deviennent des hommes et peuvent avoir des relations amoureuses ou une relation juste avec le sexe opposé, c'est extrêmement compliqué. Et puis effectivement une idéologie très très dure où c'est la race blanche, chrétienne, les racines chrétiennes, une idéologie très colonialiste aussi. Donc, c'est effectivement aussi des relations avec la famille Le Pen, avec toutes les personnalités d'extrême droite qui sont passées dans les années 60, puis dans les années 70, 80, avec des participations aux cérémonies de Jeanne d'Arc à Paris. Voilà, il y a effectivement tous ces liens sont très troublants et très extrêmes et effectivement les enfants ils absorbent tout ça, hein. Ils ont grandi avec toute cette idéologie aussi et puis de la virilité, de la force physique. Ils faisaient des raids avec des sacs à dos très lourds. Et justement, vous écrivez, il y avait un contrôle permanent du corps et de l'esprit, c'est-à-dire qu'on empêchait l'enfant de se reposer, même de s'ennuyer. Ah oui, non, il n'y avait pas de temps mort, c'était que des groupes, c'était tout en collectif, pas de place à l'individu, pas de place à la solitude. Et le corps était tellement contrôlé qu'il contrôlait tout, c'est-à-dire les draps le matin, les pipis au lit étaient punis de coups de fouet. Quand les enfants faisaient une bêtise, ils étaient enfermés dans les douches collectives pendant une semaine, nus au pain sec et à l'eau pour pas qu'ils s'évadent. Ils avaient des crânes rasés, ils portaient des culottes de cuir style bavarois qui rappellent des années sombres de l'histoire. Enfin, je veux dire, vraiment, on est à un niveau de secte et de symboles qui est jusque dans les habits et dans la... Ils contrôlaient tout, même dans la deuxième période, plus récemment, ils contrôlaient tous les courriers, ils ouvraient tous les courriers. Dès qu'il y en avait un qui fuguait, on le ramenait, on le rasait, on lui faisait une croix au mercurochrome sur la tête pour pas qu'il s'évade dans une deuxième fois. Beaucoup de connotations nazies. Oui, beaucoup de connotations à l'Allemagne nazie, dont le père Revé était un grand fan, en fait. Voilà. Et ça, il y a un inspecteur de la DAS qui va s'y rendre dans les années 70 et qui va remarquer qu'il a dans une vitrine des dagues SS, des uniformes des jeunesses hitlériennes, et qui met dans le rapport « j'ai vu ça et je lui ai demandé de les cacher, en fait, pour pouvoir continuer à garder l'habilitation de l'État ». Donc ils en ont conscience, en fait, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut des lieux pour garder ces enfants qui sont considérés comme des enfants problématiques, déviants. Une des victimes vous dit à un moment donné que le souci avait été à Riaumont, cette diversité de population, diversité d'enfants, de leurs origines. Oui. Ben, en fait, on mélangeait tout le monde. En fait, il y a eu un moment donné où des enfants qui étaient handicapés mentaux se mélangeaient avec des enfants qui étaient handicapés physiques, avec des enfants qui avaient des problèmes, qui avaient subi des violences à la maison, des violences sexuelles ou des violences physiques. Et donc, c'était un mélange d'enfants qui n'allaient pas bien
Donc entre eux, il y avait une violence évidemment terrible, où c'était la loi du plus fort en fait qui fonctionnait. Donc ils passaient leur temps à se régler des comptes, à se frapper, et les moines eux-mêmes utilisaient la violence pour les mater, quoi. Voilà, la nourriture, elle était avariée, ils mangeaient que des choses qui étaient récupérées au Leclerc du coin. Enfin, tout était à la dure, et toujours avec cette justification de dire c'est comme ça qu'on va en faire des hommes. Et des hommes qui auront la bonne idéologie, la bonne pensée, qui deviendront ou des prêtres ou des militaires. Voilà. On fabriquait des petits soldats du Christ, en fait. Monsieur le juge, Édouard, la question du droit de l'enfant, sa protection, elle est récente ? Oui, c'est assez récent de penser l'enfant comme un sujet de droit, et la femme aussi, mère, comme sujet de droit de l'éducation et de la protection des enfants. Tout comme il est récent de parvenir à penser que la question de la maison n'est pas seulement une question privée, mais aussi une question publique, par l'intervention des services éducatifs dans l'éducation des enfants et dans l'organisation de la maison. Ce qui est le plus structuré dans la pensée des humains, c'est l'organisation de la vie des enfants par le pouvoir, et particulièrement par le pouvoir du père, titulaire de la puissance paternelle et même d'un droit de vie et de mort sur les enfants dans le droit romain antique. Notre société aujourd'hui est marquée par une forte défiance dans ses institutions. Que revêt le caractère indépendant de la commission à laquelle vous coprésidez ? La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a été pensée par le précédent secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, à l'exemple de ce qu'avait fait l'Église de France en créant la commission Sauvé sur les violences sexuelles commises dans l'Église. Et il faut saluer le grand effort de l'Église de faire la lumière sur les violences faites aux enfants dans son cadre, parce que c'est pas un mouvement humain spontané. Aucune institution ne le fait et aucune institution ne l'a fait. Et en ça, l'Église a été protectrice et précurseur. Et il est indispensable que la Civise soit indépendante parce qu'elle est chargée de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est-à-dire 5,5 millions de femmes et d'hommes adultes dans la société. C'est-à-dire forcément des personnes que nous rencontrons dans notre famille, dans notre travail, dans la rue, dans notre entourage, nécessairement. Il existait déjà des lieux où cette parole pouvait être entendue. Des associations comme le collectif féministe contre le viol, qui a créé un dispositif d'écoute il y a 40 ans maintenant. Mais il fallait une instance publique. Et pour que ce soit un lieu de confiance, il fallait qu'elle soit d'une part indépendante et d'autre part qu'elle soit chargée de faire des propositions de politique publique. Parce qu'à chaque fois qu'une personne nous contacte, toujours, que ce soit par téléphone, par mail ou en venant à la commission ou dans nos réunions publiques, à chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est en disant « je le fais pour moi parce que j'en ai besoin et je le fais pour que les enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu ». Comme ce Bruno dont vous parlez, j'imagine. C'est ce double mouvement. Donc, nous sommes dépositaires d'une confiance dans la capacité d'écouter, mais d'une confiance dans la capacité de changer la façon dont nous regardons les enfants. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit indépendant. Une approche plus objective du concept juridique d'intérêt de l'enfant. Qu'entendez-vous par là ? Nous, les juristes, nous avons des grands mots, évidemment.
mais nous ne sommes pas les seuls dans tous vos métiers. Mesdames, messieurs, vous avez aussi vos grands mots. Et dans le droit de la famille, il y a ce vocable qui a pris une très grande influence et qui est l'intérêt de l'enfant. Lorsque, dans la nuit du 3 au 4 juin 1970, nous sommes passés d'un régime de puissance paternelle à un régime d'autorité parentale, 1970, c'est pas vieux, hein, c'était il y a très peu de temps en réalité. On a dit l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité la protection de l'enfant. Et puis, sous l'influence de la Convention internationale des droits de l'enfant en 2002, on a changé le Code civil et on a dit l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Mais il y a votre question. Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant? Et je me suis rendu compte que, finalement, chacun appelait intérêt de l'enfant ce qu'il avait dans la tête, en fonction de son histoire, en fonction de son éducation, en fonction de ses priorités, en fonction de ses fatigues ou de sa capacité de travail, d'investissement dans son travail. Quelque chose de très subjectif. J'appelle intérêt de l'enfant ce qui est important pour moi, pas pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, un enfant, un même enfant, appelons-le le petit Édouard Durand par exemple, mais ça pourrait être n'importe qui, va se trouver devant un éducateur, une psychologue, une assistante sociale, un juge, et pour le même enfant, on va prendre une décision complètement différente, le confier à une famille d'accueil ou le maintenir dans sa famille, parce que chacun aura une vision subjective de ce dont il a besoin. Et moi, je pense, je suis pas le seul, je dis moi je pense, mais ma conviction très forte, c'est que l'intérêt de l'enfant est aussi réel que cette petite table, aussi objectif. L'intérêt de l'enfant, c'est la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Et nous savons que il y a des besoins universels de tous les enfants depuis que le monde est monde et depuis sur toute la surface de la planète. On appelle ça les besoins universels. Les besoins physiologiques, avoir à manger, avoir un toit sur la tête et une couverture sur le corps. Les besoins de pouvoir découvrir le monde, de marcher à quatre pattes, de faire quelques pas, de regarder papa et maman derrière et de continuer à explorer. Le besoin de limite aussi, parce qu'on n'est pas libre sans limite. Les besoins d'estime de soi, d'appartenance à un groupe, une famille, un peuple, une nation. Mais il y a un besoin prioritaire qu'on néglige beaucoup trop souvent, en fait, qu'on confond avec le besoin d'avoir un père et une mère, qui est le besoin de sécurité. Et on s'est rendu compte, y compris dans des pouponnières, qu'on pouvait donner à manger à des enfants, à des nourrissons. On pouvait leur mettre une couverture sur le corps, un toit sur la tête, un biberon dans la bouche. S'il n'y avait pas une continuité relationnelle et affective avec quelqu'un que l'enfant reconnaissait, même tout petit, l'enfant mourait. Il était vivant et après il était mort. Parce qu'il y a ce besoin de sécurité relationnelle, c'est ce qu'on appelle l'attachement. J'ai froid, j'entends un bruit qui me fait peur, je pleure. Qu'est-ce qui va se passer? Pour la plupart d'entre nous, il y a quelqu'un qui va venir, qui va dire « mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave ». Et cette personne, on appelle ça une mère. Parce que pour la plupart des humains, la figure d'attachement principale, c'est la mère. Pas toujours, mais c'est le plus souvent le cas. Et le père? Et le père, qui est une figure d'attachement aussi, mais c'est la mère qui répond principalement, parce que c'est comme ça que nous vivons, c'est notre façon d'être au monde. C'est la mère qui va apporter cette réponse et qui va permettre la relation au père aussi, comme figure d'attachement. Et à partir de cette réponse cohérente, rassurante, je vais comprendre très vite que je peux attendre mon biberon, parce que je sais qu'il va venir.
Ou au contraire, si un moment on m'apporte le biberon et la fois d'après, je vais me faire disputer en disant « mais tu le fais exprès de pleurer parce que tu sais que moi ça me stresse », je vais comprendre qu'il vaut mieux que je n'exprime plus aucun besoin. Ou alors, je vais m'apercevoir que je peux pleurer, personne ne répond. Je vais comprendre que ça ne sert à rien d'émettre des besoins. Et ça va structurer tout mon rapport au monde pendant toute ma vie. Et c'est pourquoi le besoin de sécurité, il est fondamental. Et on le néglige trop souvent. Vous voyez, en réalité, nous ne disons pas que l'enfant a besoin de son père et sa mère. Nous disons que l'enfant a besoin de sécurité et que, en principe, ce sont la mère et le père qui répondent à ce besoin de sécurité. Ce qui est vrai, mais pas toujours. Et quand c'est pas le cas, alors il faut protéger l'enfant. Alors justement, comment protéger selon vous les enfants ? Dans votre livre, vous parlez de manières de protéger les enfants. Je dirais que, comme d'autres, comme des pédopsychiatres avec qui je travaille, comme le docteur Berger par exemple, dans ces métiers de la protection de l'enfance, on est toujours tiraillé entre notre identification aux adultes et notre identification à l'enfant. Le problème, c'est que l'enfant ne parle pas et qu'on s'identifie beaucoup plus facilement aux adultes et qu'on s'identifie beaucoup plus facilement aux émotions des adultes. Ne me prenez pas mon enfant, je ne pourrai pas survivre. Ça me fait trop de peine. Je vais changer. La peur d'un enfant, ça fait tellement peur. Ça, je vous promets que pour un juge des enfants, voir un enfant qui a peur. Moi, j'ai vu des enfants, des tout petits, qui allaient dans les bras de leur bourreau, comme stratégie de protection. Je fais alliance, peut-être que je serai moins en danger. Mais arriver à se représenter la peur d'un enfant et les besoins des enfants, alors ça devrait déclencher des mécanismes de protection. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur quand vous avez une maman qui arrive dans votre bureau en poussant un landau, avec un tout petit bébé dans le landau, et puis qu'elle repart de votre bureau et qu'elle marche dans la rue avec un landau vide, parce que l'enfant, vous l'avez confié à une éducatrice. C'est dur, c'est surtout dur pour elle d'ailleurs. Mais c'est à ce prix que l'enfant va pouvoir construire une sécurité et avoir la possibilité de grandir. En fait, maintenant, et avec mon travail à la commission, je me rends compte, la question principale, il y a deux questions principales. La première question principale, c'est est-ce que nous sommes capables de nous représenter l'enfant réel ? Est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse dormir la nuit ? Est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse apprendre à l'école ? Est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse jouer avec ses camarades sans être dans des jeux qui sont des répétitions traumatiques ? En réalité, pas toujours. Les décisions des adultes et des institutions, d'une certaine manière, vous venez d'en parler, montrent qu'on s'en fiche que l'enfant dorme ou pas. On veut se représenter un enfant imaginaire dans une maison imaginaire. Et puis la deuxième grande question que je me pose, je pense que quand on aura résolu toutes les questions, il restera finalement cette question qui est « à qui fait-on courir le risque ?» Quand on prend une décision individuelle ou collective sur le plan politique, il restera toujours cette question. Qui court le risque ? Eh bien, je crois, c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans Défendre les enfants, que malheureusement, collectivement, on accepte que ce soit l'enfant qui court le risque. Quand on ne sait pas, on dit, on le laisse. Ça veut dire que nous, on accepte de dormir tranquille, sans être sûr et certain que l'enfant, lui, va pouvoir dormir en sécurité. Parce que je vous promets que moi, j'ai vu des enfants qui vivaient dans la maison de l'horreur. D'où cet appel à agir sur les politiques publiques. Oui, il faut faire confiance, je ne vais pas dire le contraire, parce que ce sont nos métiers, d'une certaine manière. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes. Si vous êtes motivé à être présent dans cette salle malgré la pluie, c'est que ces questions vous intéressent. Et c'est nos métiers, c'est ça qui est commun dans tous nos métiers.
il faut faire confiance aux personnes et à l'engagement des personnes, à condition que la loi soit structurante. Parce que Réécrire la loi. Réécrire la loi, parce que le premier mécanisme de défense contre la violence, c'est le déni. Ce que Patricia Romito, une universitaire italienne qui travaille sur violence conjugale, appelle la complicité institutionnelle avec l'agresseur. Ou ce qu'un philosophe, un de vos confrères, Marc Crépon, dans son livre sur les violences sexuelles faites aux enfants, appelle le consentement meurtrier passif. C'est le déni. Et je pense que pour lutter contre le déni, alors il faut penser qu'on est courageux. Mais moi, je suis pas plus courageux qu'un autre. Ce qui structure, c'est la loi. À condition que la loi soit beaucoup plus claire. Or, la loi, de mon point de vue, n'est pas assez claire. Il faut qu'elle soit plus impérative. Il faut, par exemple, je vous donne un exemple, je suis sûr que vous allez penser que c'est une évidence et que c'est déjà dans le Code civil. Il faudrait, par exemple, que on retire automatiquement l'autorité parentale à un parent qui viole son enfant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bon. Eh ben, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la loi. Ce qui est écrit dans la loi, c'est on peut retirer l'autorité parentale. Moyennant quoi, on le fait jamais. Ou rarement. Et parce que c'est écrit on peut. Et qu'on considère toujours que on peut changer, que c'est pas si grave, que un viol, finalement, c'est pas une transgression de l'autorité parentale. Au bout du compte, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut écrire dans la loi, quand un parent est condamné pour inceste, automatiquement, il n'a plus l'autorité parentale. Ça va de soi. Mais les gardiens du temple arrivent et disent, vous pouvez pas écrire ça dans la loi. Moi, je pense qu'on peut l'écrire. Voilà ce que j'appelle une législation plus impérative. Quand il y a des violences conjugales, le père qui commet des violences conjugales ne peut pas avoir l'autorité parentale. Il faut l'écrire dans la loi. Parce qu'on ne peut pas transgresser la loi et être dépositaire d'un pouvoir. Il y a déjà des questions. Alors, donc, quand va-t-on l'écrire? C'est une excellente question. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons redit ça dans un des premiers rapports de la Civise la semaine dernière. Mardi 20, mercredi 21, le gouvernement annonçait on va l'écrire dans la loi. Donc maintenant, restons mobilisés pour vérifier que ça va bien être écrit dans la loi. Mais c'est un petit progrès dont je suis assez content. Nous aurons un temps de questions après. Je souhaiterais aussi faire parler Chiara, qui a beaucoup de choses aussi à nous dire. La parole, oui, la parole, parce qu'en fait, la parole est un lien qui va vraiment les réunir. Qui les réunit? Pouvez-vous nous expliquer votre méthode de travail, dite holistique, dans les petites lumières? Oui, alors d'abord peut-être déjà expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire quand je mets en place des ateliers philo, de quoi il s'agit? Il s'agit de donner des espaces d'expression libres aux enfants, libres mais cadrés, bien sûr, il y a des règles, il y a un cadre qu'il faut respecter, mais c'est des espaces où la parole des enfants est valorisée, où on construit ensemble une réflexion. Donc, où l'enfant est considéré un interlocuteur valable. On parlait de ce pouvoir, cette importance de la libération de la parole, de donner confiance à l'enfant, de le considérer, de le valoriser. Donc ces ateliers-là, c'est des espaces qui permettent de valoriser l'enfant, de le considérer comme un interlocuteur valable. Enfant, c'est un mot dont l'étymologie, je pense que vous le savez, ça vient du latin, infans, signifie celui qui n'est pas doué de parole. Donc celui qui n'a pas la parole, qui ne peut pas parler, qui n'a pas la légitimité de parler. Et donc vous voyez d'où on part pour arriver à ce type de pratique. Ce n'est pas un hasard que ces pratiques sont nées pendant les années 70. Il a fallu tout un changement de regard sur l'enfant, sur les femmes. C'est un cheminement qui est encore en cours, bien sûr. Donc voilà, ces ateliers philo sont des espaces de parole, de construction collective de pensée, où on se décentre, où on s'enrichit du point de vue de l'autre,
où on se confronte aux autres points de vue. Donc, il y a tout un travail, bien sûr, sur le respect pour l'autre, pour la différence, sur l'empathie, sur les émotions, etc. Et disons que les méthodes plus classiques qui sont nées aux États-Unis pendant les années 70 avec des philosophes et pédagogues comme Matthew Lipman, Anne-Margaret Sharp, etc., donnaient donc beaucoup d'importance à la discussion, à cette pratique verbale. Dans ma méthode holistique, moi j'ai eu envie de reconsidérer l'enfant, mais aussi l'ado ou l'adulte, parce qu'on peut mettre en place ces pratiques à tout âge, dans sa globalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement dans sa partie plus intellectuelle, plus rationnelle, celle qui se montre surtout pendant la discussion, mais donner importance aussi à une partie plus corporelle, sensorielle. Donc, je combine souvent ces discussions à visée philosophique avec des pratiques artistiques, et j'utilise ces pratiques, le dessin, la peinture, l'expression corporelle, la musique, ça dépend aussi des compétences des intervenants, pour faire réfléchir les enfants. Donc, on part d'un faire pour arriver à une pensée, à une construction collective de pensée, pour travailler ce qu'on appelle des habilités de pensée, des compétences de raisonnement. Et donc, c'est une méthode qui est très inspirée, bien sûr, par le pragmatisme américain, John Dewey en l'occurrence, que Lippmann d'ailleurs avait déjà lu, beaucoup inspiré aussi de Maria Montessori, pédagogue italienne, donc de tout ce qu'on appelle les pédagogies actives en fait. Vous participez à des projets pour l'éducation nationale? Aussi, tout à fait, des projets contre le décrochage scolaire par exemple. Et donc c'est à travers l'expérience, l'action, le mouvement qu'on essaie de mettre en mouvement aussi la pensée, de travailler des compétences de raisonnement. D'accord. Avez-vous déjà été en relation avec des enfants où vous avez senti justement une violence interne ou un enfant violenté, agressé? Alors, donc, ces ateliers philo, je répète, c'est des espaces où effectivement la parole se libère. Donc, ça peut arriver qu'un enfant exprime quelque chose, oui, de violent, de triste, une émotion qui... Par l'écrit, par le dessin, par... Ça peut arriver alors, ça dépend de ce qu'on met en place. Ça peut arriver à l'oral, si on a une discussion, bien sûr. Ça peut transparaître par le dessin. Si on fait des exercices à l'écrit, ça peut être écrit, bien sûr. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Et aussi, moi, je forme beaucoup d'éducateurs en philo pour enfants. Je le dis souvent, il faut aussi savoir où sont nos limites. C'est-à-dire que pour moi, un atelier philo, c'est quand même un espace public. C'est-à-dire, c'est une pratique qu'on devrait pouvoir faire à porte ouverte. C'est public. Tout le monde pourrait participer. N'empêche que ça arrive parfois, surtout avec les petits, que les enfants donnent beaucoup d'exemples souvent tirés de leur vécu personnel. Et donc, il peut arriver de se confronter à des situations de violence, des situations graves. Il faut bien sûr rester bienveillant, empathique, accueillir cette émotion, cette parole de l'enfant. Et en même temps, il faut ne pas l'imposer au groupe. Il faut savoir où s'arrêter. C'est un atelier philo, ça reste un atelier philo, ce n'est pas une thérapie de groupe. Donc, bien sûr, c'est difficile après qu'on se retrouve dans la situation. Vous êtes formatrice, vous formez aussi des enseignants, des personnes qui le souhaitent. Oui, je forme des enseignants, des éducateurs, des parents, des grands-parents. En fait, toute personne qui souhaite s'initier à cette aventure, à ce dialogue avec les élèves, les enfants, les petits-enfants. Je rebondis sur Riaumont et je pensais à Françoise. Eh oui, Françoise qui juste... Ouais, je vous laisse expliquer.
Françoise, dans mon histoire de Riaumont, en fait, c'est une prof de français du collège de Liévin qui a perçu assez rapidement que les enfants étaient malheureux. Et pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, elle leur a proposé, à travers des petites rédactions, de raconter un peu comment c'était leur vie avant et comment était leur vie maintenant à Riaumont. Et très rapidement, en fait, les enfants ont commencé à tout raconter, en fait. Et moi, enfin, j'en ai reproduit quelques-unes des lettres parce que c'est très touchant, avec des écritures d'enfants, avec leurs mots d'enfants. Et il y en a un qui dit, par exemple, que Riaumont, c'était comme une rose, que de l'extérieur, c'était beau. Et puis quand on la touche, quand on s'en approche, ça pique, ça fait mal. Et elle arrive comme ça, avec la parole, à libérer ça. Après, elle a réussi à tisser des liens très forts avec certains d'entre eux. Mais ça s'est retourné aussi contre les enfants, parce que les enfants, le fait de lui parler, de lui raconter ces choses-là, elle a commencé à poser des questions. Et le père Revé n'a pas du tout apprécié ça. Et donc les enfants se prenaient des raclées, comme il disait, en rentrant le soir, quand Françoise posait un petit peu trop de questions. Mais c'est quand même grâce à elle que 3 juges pour enfants, dont c'était le premier poste, qui venait juste de sortir de l'école de la magistrature, se sont retrouvés là. Et c'est grâce à ces lettres, à elle, à tous ces témoignages des enfants, que ces 3 juges se sont saisis de cette histoire et ont décidé d'aller enquêter plus avant sur ce qui se passait à l'intérieur de Riaumont. Et ce point de départ de Françoise va faire que ça va précipiter le retrait de l'habilitation à recevoir des enfants de la DAS. Donc tout ça va prendre beaucoup de temps parce que ça s'étire entre 77 et 82. Évidemment, l'élection de François Mitterrand n'y est pas pour rien. Et le ministre à l'époque de la Justice était Robert Badinter. Donc il a eu vent de cette histoire. Simone Veil aussi a eu vent de cette histoire, et j'ai retrouvé des lettres de Simone Veil qui demandait au ministre de la Justice, Alain Peyrefitte, avant Robert Badinter, de se préoccuper de ce qui se passait à l'intérieur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Alain Peyrefitte était très proche du père Revé et qu'il a facilité l'existence de cette habilitation et la possibilité pour Riaumont de continuer à recevoir des enfants de la DAS, et donc qui continuent à être maltraités, grâce à ces ramifications qui étaient non seulement locales, mais qui étaient malheureusement aussi à un très haut niveau de l'État, avec des hauts fonctionnaires, jusqu'au ministre de la Justice. Donc ça a mis énormément de temps entre le moment où il y a des lanceurs d'alerte et des juges qui se saisissent de ça. Et donc j'ai retrouvé ces 3 juges, en fait, qui aujourd'hui sont à la retraite, mais pour qui ça a été très difficile parce que c'était leur premier poste, et elles ont été sanctionnées tout au long de leur carrière pour ce qu'elles avaient fait, c'est-à-dire dénoncer Riaumont. Et c'était marqué dans leur dossier. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu avoir de promotion, on va dire. Voilà. Donc elles se sont toujours à préoccuper de la question de l'enfance, parce que c'était des juges pour enfants, mais c'est une histoire qui leur a collé à la peau jusqu'à la fin, quoi. Et vous, Édouard, violence, parole, l'écrit, la parole est importante pour vous? Oui, je pense que l'existence humaine, c'est la résistance du langage face à la violence. Je pense qu'on l'oublie trop. Je pense que les violences de la maison, c'est ce qui met hors langage, toujours, et que dans nos métiers, ce qui fait rupture, c'est quand il y a violence ou pas violence. C'est pour ça que c'est si difficile de voir la violence, et que c'est beaucoup plus commode de faire comme si elle n'était pas présente. Parce qu'alors, ça déclenche une responsabilité d'action qui est complètement différente. Pour un juge des enfants, pour une éducatrice, pour un enseignant, être en présence d'un enfant qui va pas bien, qui a des parents en difficulté, c'est pas la même chose que d'être en présence d'un enfant violé, ou en présence d'un père violent, ou d'une mère violente d'ailleurs. Et moi-même, comme juge, je le dis aussi dans le livre, il y a eu des moments d'audience confrontés à un agresseur où c'était difficile pour moi.
Non pas tant, ça s'est produit bien sûr, des moments où j'étais un peu en danger. La confrontation avec quelqu'un d'impulsif et violent, quand vous lui dites vous êtes violent, j'accepte pas que vous voyiez vos enfants, il vous veut pas du bien, ça c'est certain. Mais ça m'est arrivé de tomber de mon siège de juge parce que les agresseurs font peur et qu'ils contaminent, qu'ils imposent le silence, qu'ils mettent hors langage non seulement l'enfant victime ou l'adulte victime, mais le groupe tout entier. Ça peut être l'église, mais ça peut être l'école. C'est vrai aussi dans les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, dans toute institution. On s'en aperçoit d'ailleurs dans les cas d'inceste. Souvent, c'est l'enfant victime qui est mis à l'écart, parce que le groupe est contaminé par l'agresseur et pense que pour s'auto-protéger, il est plus commode de faire alliance avec lui. D'un certain point de vue, c'est vrai que quand vous faites alliance avec l'agresseur, vous êtes moins en danger. Mais alors, il prend le pouvoir sur tout le monde. Et la résistance, c'est aussi pour ça qu'il faut que la loi soit plus claire. Parce que la résistance à l'agresseur, à ce qu'on appelle la stratégie des agresseurs, qui était conceptualisée par le collectif féministe contre le viol et qui marche dans tous les cas. Il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte, il inverse la culpabilité, il impose le silence, il recherche des alliés, il assure son impunité. Elle exige de la part des tiers, qu'ils soient des parents, des voisins, des professionnels et la société tout entière, un acte volontaire. À chaque étape de la stratégie de l'agresseur, j'oppose un acte de stratégie de protection. Alors là, j'aimerais bien dépayser un peu le sujet en l'internalisant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait avec les enfants des ressortissantes, des Françaises parties rejoindre les troupes de Daesh en Syrie. En effet, leur statut pose de nombreuses questions. Comment ça se passe avec ces enfants? Et je crois, Chiara, que vous travaillez à Sarcelles. Vous allez... Oui. Avez-vous été justement en lien avec des enfants qui revenaient de Syrie? Non, on n'a pas été en contact. Non. Alors, ce sont des dossiers de protection de l'enfance un peu spécifiques, évidemment. Donc, moi, j'ai pas eu à m'occuper personnellement à Bobigny, mais compte tenu de cette zone du territoire, la Seine-Saint-Denis, de l'aéroport de Roissy, il y a plusieurs situations de ce type où il faut organiser un dispositif de protection de l'enfance spécifique. Les mères et la sont grande séparées. question, les mères sont séparées. Et puis parfois elles sont pas avec les enfants ou elles sont encore à l'étranger ou elles sont emprisonnées. Et il faut examiner si la famille est en capacité d'accueillir les enfants et quel discours la famille va tenir pour que l'enfant puisse se structurer avec une loi qui interdit la violence. Et il y a un paramètre très important qui entre en jeu dans ces situations, comme dans d'autres, qui est le psychotraumatisme. C'est-à-dire d'arriver à répondre non seulement aux besoins universels des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à ce qu'on appelle des besoins spécifiques. Un enfant qui a été victime de violence, comme c'est le cas des enfants victimes des entreprises terroristes, sont des enfants psychotraumatisés. Et donc, il faut répondre à leurs besoins d'une manière très spécifique. Parce que je pense à un enfant qui, lui, était victime de violence conjugale, mais c'est une forme de terrorisme aussi, d'ailleurs. Il disait, il avait à peu près 5 ans, vous voyez, et il me disait, il était fatigué. Il me disait, je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars même quand je dors pas. Alors comment peut-il apprendre à l'école si tout d'un coup, la scène traumatique n'est pas un souvenir, mais elle redevient présente, actuelle, contemporaine. Et ça implique tout un soin et un accompagnement spécifique en psychotrauma. Et là, on est très loin du compte. Oui, parce qu'il m'a beaucoup surpris dans le livre de Monsieur Juge, c'est pour un enfant, cela a été montré, ces violences sont des attaques assimilables en intensité à une scène de guerre ou de terrorisme. Donc je pensais à tous ces enfants
qui vivent en ce moment en guerre. Comment vous vous protégez, tous les trois, face à cette violence que vous côtoyez? Moi, je me protège pas, en fait, justement. Je peux pas me protéger parce que si je me protégeais, dans ce cas-là, je pourrais pas entendre ce que j'entends. Oui, c'est très difficile d'entendre des récits de viol, des détails quand les gens vont jusque-là. C'est des choses qui sont difficiles à entendre, difficiles d'entendre aussi les souvenirs d'une personne de 75 ans, par exemple, qui vous raconte qu'elle a encore la marque du ceinturon et qui vous dit « Mais attendez, je vais vous montrer », qui baisse son pantalon et qui vous montre la marque du ceinturon. C'est des séquelles qui sont très violentes. Néanmoins, je pense que si on le fait pas, qui va le faire ? Il faut prendre ça, il faut l'accueillir, il faut l'entendre, il faut, même si c'est pas facile, même si moi, effectivement, j'ai eu des moments où il y avait un trop-plein parce que j'ai quand même interrogé une 60aine de personnes. C'est dur, mais en fait, ce qui est plus important que moi je peux ressentir, c'est que leurs paroles soient libérées. Donc à partir du moment où je sais pourquoi je fais les choses, et ce qui m'importe, c'est ça, c'est que eux puissent libérer leurs paroles. Donc ça, c'est supérieur à mes états d'âme à moi, en fait. Je dis pas qu'ils comptent pas, mais je dis que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'aimaient, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un milieu plein de sécurité et d'amour. Alors, je peux faire ce travail-là. Et vous, Kira ? Alors, j'ai une citation qui me vient à l'esprit comme ça. C'est une citation de Mandela qui dit l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je pense que oui, l'éducation, l'apprentissage, la philosophie en fait partie. Je pense que justement la libération de la parole, le langage, c'est une arme qu'on peut utiliser. C'est un outil dont on peut doter les enfants pour se protéger aussi face à la violence, pour s'orienter déjà dans l'existence, pour déjà mettre des mots aussi sur un ressenti, sur une émotion, pour mieux se connaître. Vous êtes dans la construction. Dans la construction de soi, je pense que ces pratiques-là, qui sont des pratiques de libération de la parole, aident justement à la construction de soi, aident à changer aussi l'image qu'on peut avoir de soi par rapport à l'image que les adultes ont de soi. C'est des enfants cassés, des enfants qui ont subi des violences, c'est des enfants qui ont une image d'eux qui ne peut pas amener à construire quelque chose. Donc il faut d'abord travailler sur cette image-là pour qu'ils puissent sortir de cette violence et leur donner les outils aussi par le biais de la philosophie de reconstruire cette image-là, de mettre des mots sur le recueil. C'est déjà une forme de protection, de défense, et pour ensuite réagir et agir, s'engager aussi dans le monde. Pour vous, Edouard ? Alors je sais pas si je dirais qu'il faut se protéger. En tout cas, il faut tenir. Et comment faire pour tenir ? Il y a 3 choses qui me viennent. La première, c'est que il y a des choses merveilleuses dont je parle aussi dans le livre, parce qu'il faut aussi dire les choses qui sont belles. Et quand on voit des enfants grandir, quand travailler avec les enfants, ça fait grandir les adultes. Et parfois c'est drôle. Et parfois, il y a beaucoup de joie et beaucoup d'humour, beaucoup de vérité. Donc ça, c'est la première chose, ça fait tenir. Quand vous êtes en vacances et puis vous retournez dans un lieu où vous avez été juge des enfants, et puis tout d'un coup, dans la rue, vous êtes interpellé par un adulte, et puis qui vous dit, vous vous souvenez, vous avez été mon juge des enfants. Voilà, ça fait tenir. Et puis, une autre chose, c'est que c'est par l'action.
Moi, je veux pas être spectateur de la violence. Ce serait obscène et immoral. Je suis pas là pour être spectateur des gens qui souffrent, mais pour agir. Et quand on agit, quand on est au mouvement, le poids est moins lourd que quand on est statique. Et puis la dernière chose, c'est que on ne peut pas protéger tout seul. Il n'y a pas de super-héros. Et si quelqu'un vous dit, moi, je protège tout seul, qui fait à la fois le juge des enfants, l'éducateur, le prof de philo, le journaliste, tous les métiers à la fois, en 3 jours, il baisse les bras, il arrête. Et donc, il abandonne. Donc, il faut rester à sa place. En ce qui me concerne, je suis juge. Quand les gens viennent au tribunal et que les enfants viennent dans mon bureau, ils ont besoin que je sois un juge. Je suis pas leur père, je suis pas leur éducateur, je suis pas leur puéricultrice, je suis pas leur psychologue, je suis pas leur pédiatre, leur pédopsychiatre. Ils ont besoin qu'un juge qui tienne sur son siège et qui dise la loi. Et ça, voilà ce que moi je peux faire. Et ensuite, je passe le relais aux autres professionnels. Et comme ça, on peut tenir. Merci, merci à vous 3. Avez-vous des questions? On va vous passer le micro. Bonjour, je m'appelle Gisèle Rollet. C'est une question que j'adresse au juge Édouard Durand. Je voudrais savoir, dans le lien que vous avez, enfin, quand vous avez les enfants en audience, quelle est votre approche et comment procédez-vous pour faire advenir la parole de l'enfant? Et qu'est-ce que vous cherchez spécifiquement, voilà, dans la parole des enfants avec lesquels voilà, vous échangez? Merci, c'est une bonne question. Je ne peux pas dire que j'ai une recette, une méthode toute faite que j'aurais apprise ou que j'aurais construite. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire. Je dirais, y compris quand ce sont des enfants délinquants d'ailleurs ou criminels, que mon rôle c'est de remettre l'enfant à sa place. Et sa place, c'est un humain en construction qui a déjà la parole. Et donc, par exemple, une des choses que j'ai toujours dit aux enfants quand je parlais avec eux, c'est je parle avec toi parce que ta parole a de la valeur pour moi, que j'ai besoin de t'entendre pour pouvoir rendre un jugement, mais je ne ferai pas forcément ce que tu me demandes. Je ne suis pas là pour faire ce que tu me demandes. Parce qu'il peut se tromper, moi aussi d'ailleurs, et surtout parce que je ne veux pas mettre sur ses épaules le poids de la décision que je dois assumer moi, rendre le jugement. Donc, que je l'entende en présence de tout le monde ou séparément, il faut qu'il soit à sa place. Et souvent, quasiment tout le temps, je commence par lui demander de me parler de sa vie. Et j'aime beaucoup cette photo parce que on voit ce petit garçon là qui est de dos, avec il est de l'autre côté de mon bureau, sa tête dépasse à peine de mon bureau et il me fait un dessin et il a l'index posé sur le stylo qui est à la verticale et il est vraiment dans une position d'enfant qui m'explique un dessin, qui me parle des super-héros, qui me raconte ce qui se passe à l'école et que Jonathan lui a pris son ballon. Et ça, pour moi, c'est toujours un préalable. Être dans sa vie d'enfant le plus normalement possible, si j'ose dire. Et à partir de là, accéder à ce qui est plus à l'écart de ce que devrait être la vie d'un enfant. Raconte-moi ce qui te fait peur. Comment ça se passe à la maison, s'il est à la maison? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Ces questions qu'on appelle les questions du repérage systématique de la violence, pour moi, elles sont indispensables parce qu'on ne peut pas savoir d'avance si un enfant est victime de violence ou pas, mais parce que poser ces questions montre à l'enfant
que l'adulte est en capacité d'encaisser le choc de la réponse. Je ne sais pas si ça va se produire, mais je crée l'espace où cette parole-là peut être dite. Et puis, vous l'avez dit en introduction, on m'appelle aussi le juge qui parle au bébé. Oui. Et ça m'a plu quand on m'a appris ça. C'est une des fois où je me suis mis en colère, quand j'étais jeune juge des enfants. Parce que moi, je convoque, c'est mon rôle, c'est le code de procédure civile, j'applique la loi, et donc je convoque les protagonistes de mon dossier à l'audience, y compris le tout petit bébé. Je le convoque. Et puis, ou un enfant handicapé, un enfant autiste, vous voyez, des souvenirs très précis de ça. Et puis je m'aperçois qu'ils ne sont pas à l'audience. Et je dis à la directrice de la pouponnière, mais vous n'avez pas emmené Mélissa ou Jean? Elle dit, ben non, il est trop petit. Et je me suis mis en colère. J'ai dit, mais vous lui parlez ou pas? Ben oui, bien sûr. Et moi, j'ai rien à lui dire. Mais c'est pareil pour un adolescent autiste. Ah mais non, mais vous n'y pensez pas. Alors je me suis mis en colère, et je peux vous dire que ce garçon autiste, on a parlé. Je suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a eu une interaction. Et donc, dans le documentaire Bouche cousue, oui, on me voit parler à un petit bébé. Et je sais qu'il comprend quelque chose. Parce que tout le monde parle au bébé. C'est la moindre des choses. C'est ça l'humanité. Cela dit, j'ai compris aussi que à mon audience, je devais garantir la sécurité des enfants. Et donc j'ai compris progressivement que je devais parfois dispenser l'enfant de venir à mon audience. Parce que il n'y a aucune raison pour que je lui impose de s'asseoir côte à côte avec son agresseur. Que ça aussi c'est injuste, si vous voulez. Et que je dois générer de la sécurité, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un juge, me semble-t-il. Bonjour, c'est aussi une question à Maître Durand. Déjà, je suis profondément choquée d'apprendre que c'est pas explicite dans la loi qu'un père ou une mère qui est auteur de violence envers son conjoint ou envers ses enfants, donc là je parle de la violence conjugale, pire encore, auteur d'inceste, que ce soit pas encore écrit dans la loi, que l'autorité parentale devrait lui être retirée. Alors, je suis soulagée d'apprendre que vous œuvrez pour ça et qu'il s'est passé quelque chose déjà il y a quelques jours. Ma question, c'est, ça prendra encore combien de temps? C'est-à-dire combien de temps pour que ce soit écrit dans la loi et combien de temps pour que ce soit appliqué? Est-ce que ça se compte en années? Est-ce que ça se compte en décennies? Ça se compte comment, ça? Alors, il faudra être vigilant. Bon, après, ça pourra pas être demain, mais ça pourra peut-être être l'année prochaine. Et une fois que ce sera écrit, tant que c'est écrit, le juge peut, vous faites confiance au juge. Je trouve que c'est plutôt bien, mais dans certaines limites. Il y a des moments, il faut écrire le juge doit. Et donc, quand ce sera écrit dans le Code civil, la juridiction pénale constate le retrait de l'autorité parentale, ça s'appliquera tout de suite. Et j'espère que dans l'année ou les 2 ans qui viennent, ce sera écrit comme ça dans la loi. Et concrètement, ce sera écrit sauf décision contraire et spécialement motivée. Mais là, c'est de la cuisine juridique. Parce que sinon, la Cour européenne des droits de l'homme va nous dire c'est contraire au principe. Moi, je crois qu'aucun principe n'a été pensé par les humains pour générer l'impunité des agresseurs. C'est qu'on les interprète mal. Bonjour. J'ai une question. Je reviens sur l'histoire que vous racontiez à Liévin. Et ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, quel mécanisme permet à ces personnes-là de rendre des comptes à la justice? Est-ce que c'est la libération de la parole des enfants qui ont été victimes de ces choses-là qui est la clé juridique pour déclencher une action judiciaire? Ou est-ce que c'est tout ce faisceau d'indices que vous avez récolté qui est suffisant pour mettre en branle la justice? Ce que je veux dire autrement, la clé dans tout ce que vous venez de dire, quelque part, on vit en société, c'est trop facile de laisser l'omerta sur ces choses-là, et souvent les victimes ont du mal à libérer leur parole,
Et est-ce que la loi aujourd'hui, ou tout simplement le droit, ouais, permet par d'autres biais de faciliter le travail de cette victime si elle n'est pas prête à dénoncer ça, à le garder en elle, mais à engager quand même des actions parce que d'autres éléments permettent d'arriver à mettre le doigt sur ce qui se passe sur une atrocité. Voilà. Mais c'est terrible à dire, mais en fait, on peut rien faire. On peut rien faire. Voilà. C'est-à-dire que ces 3 juges, elles ont eu beau retirer l'habilitation à Riomont. Riomont a pu renaître de ses cendres. Il y a quand même eu un enfant, un petit garçon qui s'appelle Romain en 2001 qui s'est pendu à Riomont. L'enquête a débouché sur un non-lieu, donc pas de responsabilité de la part des moines. Un jeune homme qui était donc un enfant de 12 ans qui a été violé par 4 encadrants de moines, de laïcs à Riomont à plusieurs reprises, a réussi à déposer plainte avant que la prescription ne se mette en place. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a toujours pas eu de procès. Il a déposé plainte en 2013. Il attend toujours. C'est le seul qui a déposé plainte parmi les 3000 dont je vous ai dit, dont je vous ai parlé. Donc, ça repose sur ses épaules. Et en plus, il a la double peine parce qu'en fait, il attend toujours que la justice passe. Et mon livre, eh ben, ça n'a rien fait non plus. Et je peux vous dire que par contre, toutes les personnes qui ont été abusées, qui ont été violentées, violées à Riomont, parmi celles que j'ai interviewées, dont le Bruno dont on parlait au tout début, moi, je les accompagne aujourd'hui pour déposer plainte malgré la prescription. Parce que ce que je veux, c'est qu'ils soient conscients qu'ils ne sont responsables de rien et qu'ils sont, en numéro 1, des victimes de ce système et victimes de l'abandon de la société entière. Parce que c'est toute la société. Après, quand le livre il est sorti, moi j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Moi, je travaillais à la piscine de Liévin et j'ai rien dit et j'ai tout vu. Je voyais des plaies profondes, les enfants étaient... Donc tout le monde le savait. Et il y a un paquet de gens aujourd'hui qui se sentent coupables de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme. Et quand on tire la sonnette d'alarme, ça se retourne contre vous. Donc il faut être sacrément costaud, comme ma Françoise. Mais il n'y en a pas tellement qui ont pu le faire, ça. Donc le système, il est encore très mal fait de ce point de vue-là, parce que il y a cette prescription, et que dans beaucoup de cas, on sait que le temps que les gens prennent à digérer ça, que le cerveau se rouvre pour pouvoir dire oui, c'est vrai, il m'est arrivé ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent à mettre en sommeil ça, ce qui leur est arrivé, et qu'à un moment donné, ça se rouvre, et que c'est trop tard pour une question d'années, alors qu'on sait que ça met énormément de temps. C'est absolument absurde, la prescription. Ça n'a pas de sens, en fait. Quelqu'un qui a été abusé, il en est victime toute sa vie. C'est pas au bout de 15 ou 20 ans qu'il cesse d'être victime. Il sera victime toute sa vie et ça aura un impact sur sa vie, sur sa santé mentale. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés, il y en a beaucoup qui sont tombés dans les addictions, il y en a beaucoup qui sont tombés dans les drogues, il y en a beaucoup qui sont dans des hôpitaux psychiatriques aujourd'hui. Donc ça a des impacts et malheureusement, la société et la justice aujourd'hui, elle est défaillante sur ce truc-là. Donc les victimes, elles sont en colère. Très grande colère. Vous voulez dire quelque chose? C'est une excellente question. Je n'ai rien à rajouter, sauf, en effet, c'est très important de penser que tout ne doit pas reposer sur les épaules d'une personne, quel que soit son âge, qui a été victime de violence. C'est pas la plainte qui déclenche une enquête ou qui déclenche des poursuites judiciaires. C'est la constatation d'une infraction. Et ça, c'est fondamental. Et trop souvent, les institutions culpabilisent les victimes en disant « Mais vous voulez déposer plainte ou pas ?»« Ah non, elle ne veut pas déposer plainte. » Ça, c'est très, très important. Et la deuxième chose, qui est les mécanismes de prévention et d'alerte, je crois qu'il y a une question très importante qui est « Qui a accès au corps de l'enfant ?»
à chaque fois que vous organisez un lieu, une activité où un adulte a accès, moi par exemple, juge des enfants, je n'ai pas accès au corps de l'enfant. Eh bien, quand quelqu'un a accès au corps de l'enfant, alors il faut des mécanismes de vigilance. Excusez-moi, juste une question toute simple. Pourquoi est-ce que la prescription, ça existe tout court? Édouard ? Alors, je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour répondre, parce que c'est de la philosophie du droit. C'est une excellente question. Un des grands motifs de prescription, il y a beaucoup de mauvais arguments. Il y a des mauvais arguments, c'est la capacité de réunir des preuves. Plus le temps passe, plus il est difficile de prouver quelque chose. Mais dans nos sujets, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'au contraire, les agresseurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Et donc, il y a des pédocriminels qui font jusqu'à 150 victimes. Si vous avez un agresseur qui agresse dans sa maison, c'est-à-dire l'inceste, ben, il va commettre un nombre incalculable de crimes de viol, mais sur un nombre tout petit de victimes. Et si vous avez un pédocriminel qui est dans un lieu où il a accès à beaucoup d'enfants, il va commettre peu de viols sur chaque enfant, mais au total, il va faire un très grand nombre de victimes. Et en réalité, c'est pas vrai, parce que même, c'est aussi l'avantage des enquêtes malgré la prescription, c'est que ça permet d'aller chercher d'autres victimes. Et c'est pourquoi maintenant, il y a ce qu'on appelle, depuis la loi du 21 avril 2021, le mécanisme de la prescription glissante. Pour moi, c'est prescrit, mais pour une autre victime, c'est pas encore prescrit. Alors, si c'est pas prescrit pour elle et que c'est le même agresseur, alors c'est pas prescrit pour moi. Donc ça, c'est par répercussion. Mais c'est du coup une autre forme d'injustice, parce que j'ai été victime, je suis la seule victime d'un seul agresseur, moi je vais pas en bénéficier. Et le dernier argument qui a été inventé pour la prescription, c'est ce qu'on appelle la paix sociale. Et je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas philosophe du droit, mais je suis pas d'accord avec ça, vous voyez, parce que ce que les humains ont inventé pour organiser la paix sociale, c'est de rendre justice, pas le contraire. Et finalement, je dis la paix de qui? Pas la paix des agresseurs. Donc ça va changer. Il y a quelque chose qui bouge. On a allongé les délais de prescription. Aujourd'hui, c'est 30 ans après la majorité, donc jusqu'à 48 ans pour les crimes sexuels. Donc on voit qu'on avance. Moi, je voudrais juste ajouter un truc. Je voulais juste dire un truc, c'est qu'en fait, vous tous là, ce que vous venez d'entendre, c'est très important. Je suis sûre que si vous êtes là, c'est effectivement parce que ça vous intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une responsabilité individuelle, qu'on est des vigies, qu'on peut se rendre compte quand il y a un enfant ne va pas bien, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, quand on est un voisin, qu'on entend des choses qui sont problématiques, sans être dans un truc de dénonciation, mais en tout cas d'être vigilant, parce que les enfants, c'est des êtres fragiles qui sont manipulables et qu'on peut faire taire comme on veut et qu'on peut manipuler comme on veut. Et quand on est autour là, voilà, qu'on soit, je sais pas, instituteur, maître, prof de piscine, enfin je sais pas, toutes les professions qui font qu'on est en contact avec les enfants. Nous, en fait, en tant que citoyens, on a tous un rôle à jouer là-dedans. En fait, il faut pas se défausser sur ceux qui devraient ou qui arrivent déjà quand les faits sont là et que l'enfant est déjà bien abîmé. Mais voilà, je pense qu'on gagnerait à avoir un petit peu plus conscience qu'on a tous un rôle à jouer par rapport à l'enfance et aux enfants qui nous entourent, en fait. Ouais. Bonjour. Alors moi, professionnellement, je travaille avec des victimes de violences conjugales et en fait, on a une action qui s'appelle La Cabane qui a pour but de travailler avec les mères et les enfants sur la question effectivement de la gestion des conflits autrement que par la violence, notamment pour les enfants, sur l'aspect aussi de récupérer la parole des enfants et des mères. Je suis contente d'entendre tout ce que vous pouvez dire sur effectivement l'intérêt de l'enfant. Je suis aussi bloquée par la question de l'autorité parentale, puisqu'effectivement on doit avoir l'autorisation du parent qui est auteur de violence pour que les enfants puissent participer à ce groupe.
Du coup, ma question a été comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un juge comme vous chez nous? En tout cas, non, mais comment essayer effectivement de travailler dans la collaboration, parce que le but c'est ça aussi, c'est avec les juges pour qu'on puisse faire adhérer effectivement les autres parents, enfin le parent en tout cas qui est auteur de violence. Oui, je suis d'accord avec vous. Mon premier livre s'appelle « Protéger la mère, c'est protéger l'enfant » sur les violences conjugales, donc sur la question de la parentalité, de l'autorité parentale. Ce qu'on peut faire, c'est injecter du savoir. Dire, montrer, redémontrer, sans cesse, même quand ça marche pas, que un mari violent est un père dangereux et que les violences conjugales sont de l'ordre de l'exposition de l'enfant à une scène de guerre ou de terrorisme. Ce sont les médecins israéliens et palestiniens qui l'ont montré ensemble. Et donc, apporter un état des connaissances. Et puis, changer la loi. Pour qu'il soit écrit dans la loi, non pas on peut retirer l'autorité parentale, mais quand il y a des violences conjugales, comme l'inceste, on retire l'autorité parentale et pas de droit de visite et d'hébergement, parce que quand le parent violent est seul avec l'enfant, il lui fait peur et il lui pose des questions sur la situation de la mère, etc., etc. Et on recommence à zéro, comme le montre bien le film Jusqu'à la garde, d'ailleurs. Voilà. Je crois qu'il y a encore une question, une dernière question. Madame Delaporte évoquait à l'instant de nombreuses abstentions dans le cadre, entre guillemets, de la dénonciation de faits délictueux. Ma question va à Monsieur le juge Durand. On a un article dans le Code de procédure pénale qui oblige normalement, notamment des professions fonctionnaires ou autres, à dénoncer les crimes et délits dont ils ont connaissance. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que cet article, pourtant avéré, peine à être concrétisé a priori dans la pratique? Oui, c'est une très bonne question. Ça pose d'abord la question de la capacité de repérer la violence. Et les agents publics qui ne dénoncent pas les infractions dont ils ont connaissance, contrairement à l'article 40 du Code de procédure pénale, ils ne disent pas qu'ils savaient, ils disent qu'ils ne savaient pas. Ça pose la question du repérage. Et Laurence Rossignol, quand elle était ministre des Familles, avait fait un plan de lutte contre les violences dont le titre était « Dans le doute, signaler ». Ça, c'est très important. Et ensuite, la réponse à votre question, je pense, c'est que la société fonctionne encore avec des injonctions paradoxales. Elle dit aux enfants, mais surtout, il faut révéler les violences que vous subissez. Mais ne nous parlez pas de violence. Elle dit aux mères, vous devez protéger vos enfants. Mais si vous révélez l'inceste, on dira que vous manipulez la justice. Elle dit aux médecins, vous devez signaler, vous devez protéger les enfants. Mais si vous faites un signalement, vous risquez des suspensions disciplinaires. Et une injonction paradoxale, ça fait quoi? Ça paralyse. Et donc il faut sortir des injonctions paradoxales. Comment? Par la loi. C'est pourquoi nous avons dit à la Civise, il faut, pour les médecins, créer l'obligation de signalement. Parce que c'est comme ça qu'on sécurise une profession. Et en contrepartie, les protéger des poursuites disciplinaires. La question, c'est qui veut-on protéger? L'agresseur ou la victime? Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous trois et merci d'avoir été présents.